Bienvenue à tous dans cette nouvelle plongée au cœur d'un mystère qui continue de fasciner et de diviser l'assassinat de John F. Kennedy. Hmm, On va explorer ensemble des documents historiques, des témoignages, des incohérences qui remettent en question la version officielle. d'accord. Notre but aujourd'hui n'est pas de valider ou d'invalider les théories du complot, Oui, mais plutôt de vous présenter les éléments bruts, des détails troublants pour vous permettre de forger votre propre opinion. c'est ça. Alors, C'est une affaire complexe, ouais. pleine de zones d'ombre, et il est important d'aborder chaque élément avec un regard critique. Absolument. Commençons par un point qui pourrait paraître anecdotique, mais qui soulève des questions cruciales sur le déroulement des événements. Oui. Le temps qu'a passé Lee Harvey Oswald en détention après son arrestation, Mhm. la version officielle, c'est l'isolement total. Oui, Sauf qu'un certain John Elrod affirme avoir partagé sa cellule. ce qui est fascinant avec le témoignage d'Elrod, c'est la précision de ses souvenirs. Il se souvient du numéro de la cellule. Il décrit sa surprise en découvrant l'identité de son compagnon. Ouais. Et il affirme avoir tenté d'alerter le FBI sans succès. Et ce n'est pas tout. Des archives de la police de Dallas rendues publiques en 1989 semblent corroborer l'arrestation d'Elrod le 20 novembre 1963, jour de l'assassinat. Oui. On a donc un témoignage précis étayé par des documents officiels. Oui, mais il y a un bémol. Hmm. Un policier de Dallas et Star Arnold nie catégoriquement connaître Elrod. Alors que faut-il en conclure, mais Elrod est-il un affabulateur? C'est la question. A-t-il inventé cette histoire de toute pièce? Ou est-ce que son témoignage, s'il est avéré, ne viendrait-il pas ébranler la version officielle d'Atouva? C'est fait. C'est troublant, on est d'accord. Oui. Et ce n'est que la première pièce du puzzle. Passons maintenant aux preuves médicales qui ont toujours été au cœur de la controverse, Oui. notamment la radiographie du pouls de JFK qui aurait disparu. Ah oui, c'est un élément clé. Oui. Un technicien radiologue, Joel Castar, affirme avoir réalisé cette radiographie qui montrait des fragments métalliques dans la zone C3-C4. Des fragments qui n'auraient pas pu provenir de la balle tirée par Oswald. Sauf que cette radiographie n'apparaît nulle part dans les archives officielles. Exactement. On peut comprendre pourquoi sa disparition alimente les spéculations. Oui. Si elle existe réellement, où est-elle? Et que montre-t-elle? Difficile de répondre à ces questions sans avoir accès à la radiographie elle-même. Oui. Mais sa disparition soulève des questions légitimes sur la fiabilité des preuves médicales présentées par la commission Warren. Et en parlant de preuves médicales, il y a aussi la question de la blessure à l'épaule de JFK et de sa compatibilité ou non avec la théorie de la balle unique. Hmm. La théorie de la balle unique, c'est la pierre angulaire de la version officielle. Oui. Une seule balle aurait traversé le président Kennedy, puis le gouverneur Connolly, causant toutes leurs blessures. Sauf que des chercheurs comme Belhamy ont mis en évidence des incohérences dans les mesures de la blessure à l'épaule de JFK. C'est exact. Pour être précis, la distance entre l'acromion, c'est-à-dire l'extrémité de l'omoplate, et la blessure, ne correspond pas à la largeur moyenne des épaules d'un homme de la taille de Kennedy. Et le Dr Hume, qui a pratiqué l'autopsie, a confirmé que la mesure avait été prise perpendiculairement à la colonne vertébrale, ce qui rend l'écart encore plus significatif. Oui. Oui. Ce qui nous amène à nous demander, s'agit-il d'une simple erreur de mesure ou est-ce que cette incohérence ne viendrait-elle pas, elle aussi, remettre en question la théorie de la balle unique? C'est ça. Si cette théorie est invalidée, cela ouvre la porte à d'autres scénarios et potentiellement à l'implication de plusieurs tireurs. Exactement. Et là, on entre dans le domaine des théories du complot. Mais avant d'explorer cette piste, je vous propose de nous pencher sur un personnage mystérieux qu'on appelle Mystery Man et qui apparaît sur des photos prises près de l'ambassade cubaine à Mexico, à peu près au moment où Oswald était censé se trouver là-bas. Ce qui est troublant, c'est que la CIA a demandé à ce qu'on retouche non seulement l'arrière-plan de ces photos, mais aussi le visage de Mystery Man. Ce qui sous-entend qu'ils connaissaient son identité et qu'ils ont choisi de la dissimuler. Oui. Pourquoi? Qui était cet homme? Quel était son rôle, s'il en avait un, dans l'assassinat de JFK? Certains pensent qu'il pourrait s'agir de Valery Kostikov, un agent du KGB. Mais sans plus d'informations, il est impossible de confirmer cette hypothèse. Mystery Man reste une énigme, une pièce manquante du puzzle. Et son existence même soulève des questions troublantes sur l'implication potentielle d'autres acteurs dans cette affaire. Oui. On a beaucoup de choses à décrypter et on va continuer notre exploration dans un instant. Absolument. Reprenons notre exploration des zones d'ombre de l'affaire JFK. Vous avez évoqué la théorie de la balle unique, qui est souvent remise en question. Mais il y a un autre aspect de cette théorie qui est particulièrement troublant. La vitesse à laquelle Oswald aurait dû tirer ses 3 coups de feu.
Oui, la commission Warren a conclu qu'il avait tiré 3 coups de feu en 5,6 secondes. C'est un exploit réalisable pour un tireur d'élite expérimenté, mais avec le fusil en question, un vieux Mannlicher Carcano, ça soulève les doutes. En effet, le Mannlicher Carcano n'est pas réputé pour sa rapidité de tir. Le mécanisme de rechargement est assez lent et il faut une certaine dextérité pour le manipuler efficacement. Difficile d'imaginer Oswald, même avec un entraînement militaire, réussir un tel exploit sous la pression d'une situation aussi intense. Et il y a aussi la question de la confusion autour du terme clip, utilisé pour décrire le système d'alimentation du fusil. Certains témoignages et rapports mentionnent un clip, d'autres un chargeur. Cette confusion terminologique a semé le doute sur la capacité réelle d'Oswald à tirer rapidement. Absolument. Un clip et un chargeur, ce n'est pas la même chose. Un clip est une simple pièce métallique qui permet d'introduire plusieurs cartouches à la fois dans le chargeur du fusil. Le chargeur, lui, est intégré au fusil et contient les cartouches prêtes à être tirées. La confusion entre ces deux termes a brouillé les pistes et alimenté les spéculations. Alors Oswald a-t-il vraiment pu tirer ces 3 coups de feu en si peu de temps avec ce fusil? C'est la question à $1 million. Des tests ont été effectués avec des fusils similaires, mais les résultats sont contradictoires. Certains tireurs expérimentés ont réussi à reproduire la cadence de tir attribuée à Oswald, d'autres non. Le débat reste ouvert. Et si on ajoute à cela les témoignages qui placent le son des coups de feu à des endroits différents, notamment sur la butte herbeuse, en face du cortège présidentiel. Oui. Certains témoins affirment avoir entendu des coups de feu provenant de la butte herbeuse, ce qui contredit la thèse d'un tireur unique situé au 6e étage du dépôt de livres scolaires. Donc si on récapitule, des incohérences dans les preuves médicales, une radiographie manquante, un mystery man à l'identité cachée, un témoignage troublant qui remet en question la solitude d'Oswald en prison et des doutes sur la rapidité de tir et l'origine des coups de feu. On a l'impression d'un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent pas. C'est exact. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la personnalité énigmatique de Lee Harvey Oswald lui-même. Ses liens avec le communisme, son séjour en Union soviétique, ses contacts avec des agents du FBI et de la CIA. Tout cela contribue à épaissir le mystère. On a l'impression qu'Oswald était un personnage trouble, difficile à cerner. Difficile de dire s'il était un pion manipulé, un fanatique solitaire ou quelque chose entre les deux. C'est ce qui rend cette affaire si fascinante et si frustrante à la fois. On a une multitude d'informations, de témoignages, de documents, mais le tableau d'ensemble reste flou. On a parlé de la personnalité d'Oswald, de ses liens troubles, de ses voyages. Mais un élément qui me fascine particulièrement dans cette affaire, c'est la façon dont le fusil a été retrouvé. Ah oui, le fameux fusil Mannlicher Carcano, retrouvé au 6e étage du dépôt de livres scolaires. Sa position, la manière dont il a été manipulé, tout cela a alimenté les controverses. Exactement. Certains experts affirment qu'il était impossible pour Oswald de recharger le fusil aussi vite, compte tenu du mécanisme lent et complexe du Mannlicher Carcano. Et pourtant, la version officielle soutient qu'il a tiré 3 coups de feu en moins de 6 secondes. C'est là que la confusion autour du clip et du chargeur prend toute son importance. Ouais. Si Oswald utilisait un clip, la rapidité de rechargement est compromise. Mais s'il utilisait un chargeur, c'est plus plausible. Le problème, c'est que les témoignages et les rapports d'enquête ne sont pas clairs sur ce point. On a l'impression que cette confusion a servi à brouiller les pistes, volontairement ou non. Et ça nous ramène à la question de la trajectoire des balles. On a vu que les mesures de la blessure à l'épaule de JFK ne collaient pas avec la théorie de la balle unique. Oui. Mais il y a aussi la trajectoire de la balle qui aurait traversé Kennedy pour atteindre le gouverneur Connelly. Oui, selon les rapports d'autopsie et les témoignages, certaines balles auraient dû effectuer des virages impossibles pour atteindre leur cible. C'est ce qu'on appelle les trajectoires magiques. Ah oui. Pour certains, c'est la preuve irréfutable de l'existence de plusieurs tireurs. C'est vrai que si on prend en compte tous les éléments qu'on a évoqués, les incohérences médicales, la radiographie manquante, le mystery man de Mexico, le témoignage de John Elrod, la confusion sur le fusil, la rapidité des tirs improbables, les trajectoires impossibles, on a le sentiment que la version officielle, celle de la commission Warren, ne tient pas la route. C'est une conclusion que beaucoup de chercheurs et d'historiens ont tirée. Il y a trop de zones d'ombre, trop de contradictions, trop de questions sans réponse. L'assassinat de JFK reste une énigme, un puzzle inachevé. Et c'est peut-être ce qui le rend si fascinant, si obsédant. Oui. On a envie de comprendre, de démêler le vrai du faux, de trouver une vérité qui nous échappe. Peut-être que la vérité est inaccessible, enfouie sous des couches de secrets, de mensonges, de manipulations. Ou peut-être qu'elle est là, sous nos yeux, cachée en pleine lumière, attendant qu'on la découvre.
En attendant, l'assassinat de John F. Kennedy continue de nous hanter, de nous interroger, de nous rappeler la fragilité de notre monde et la puissance des mystères non résolus. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'affaire JFK. Laissez-vous guider par votre curiosité, continuez à explorer, à questionner, à chercher. La vérité est peut-être plus proche qu'on ne le pense.